Il n'y en a pas, bon. Madame Marion Mathieu, donc, qui est professeur Mathieu, pardon, qui est formatrice scientifique et responsable du pôle association des malades chez Tous Chercheurs à Marseille et qui est venue spécifiquement de Marseille. C'était un peu la galère d'après ce qu'elle m'a raconté hier soir. Non, c'est pas une galère, c'est un petit peu long en train. Un peu long, oui. Pas du tout de galère, pas de Mais souci. je peux dire, vous n'êtes pas la seule. Il y a aussi notre ami, le professeur Attarian, qui est venu de Marseille, et nous l'en remercions. Je vous laisse la parole. Donc tout d'abord, bravo pour la ponctualité. Je crois que c'est le premier congrès auquel j'assiste où il y a un respect total. Donc je vais essayer vraiment de me tenir aussi aux 15 minutes. Et je voulais commencer par remercier vraiment très sincèrement l'équipe organisatrice de ce colloque de me donner l'opportunité de présenter dans le cadre de votre congrès donc un projet de recherche collaborative qui s'appelle IGP Rare, qu'on a débuté il y a un petit peu plus d'1 an. Donc, je m'appelle Marion Mathieu, moi je suis scientifique de formation et je travaille donc depuis une vingtaine d'années dans une association qui s'appelle Tous Chercheurs basée à Marseille, qui a été créée par des chercheurs donc marseillais. Et au sein de cette association, je m'occupe de construire et d'animer des formations. Oui, c'est pas grave, on a compris, j'étais pas Marie-Hélène. Des formations en biologie à destination de personnes directement concernées par des pathologies chroniques ou des proches aidants de ces personnes-là. Et depuis maintenant 3 ans et demi aussi, je suis rattachée à temps partiel à Aix-Marseille Université dans une équipe dans le domaine de l'éthique biomédicale. Alors, ça me paraissait important déjà de vous dire en fait l'origine du projet. Pourquoi est-ce qu'on a voulu initier ce projet de recherche collaborative ? Et bien, en fait, ça vient de remontées du terrain que j'ai eu, moi, au cours des formations que je propose pour des personnes concernées par des maladies chroniques. J'ai eu depuis de nombreuses années de nombreux témoignages de personnes qui sont concernées par des maladies génétiques héréditaires, qui ont eu à informer leurs apparentés de ce risque de maladie au sein de la famille et qui nous témoignaient de leur difficulté à la fois de communiquer cette information à leurs proches, avec aussi souvent, en fait, en tout cas au moins ce qui m'était remonté, l'idée d'être pris comme un oiseau de mauvais augure par leurs proches. Et c'est vrai que cette information génétique de la parentèle, c'est quand même une démarche singulière où on délègue à une personne, donc une personne qui a eu le diagnostic de maladie génétique, une fonction qui pourrait être plus perçue comme une fonction professionnelle, avec toute la difficulté de réaliser une information donc aux apparentés, d'une information qui est quand même technique, complexe et médicale. Cette information génétique de la parentèle, la personne en fait va la faire à ses apparentés dans un contexte qui peut être difficile pour elle, parce qu'elle peut avoir eu un diagnostic récent de sa maladie, donc il faut déjà accepter ce diagnostic pour elle-même. Ce diagnostic, il peut avoir eu lieu à la suite d'une errance qui peut être plus ou moins longue. Et cette information génétique de la parentèle, dans le cadre des lois de bioéthique, en fait, elle a un caractère obligatoire. Et là, ça me paraissait important quand même de vous rementionner en fait les textes de loi, en fait, donc c'est dans le Code de santé publique, les lois de bioéthique, où il est marqué, je lis, donc préalablement à la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne, donc ce qu'on appelle dans les textes de loi les tests génétiques, le médecin prescripteur informe donc la personne qui vient de réaliser le test génétique des risques qu'un silence ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés si une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention, y compris de conseils génétiques ou de soins, étaient diagnostiquées. Il prévoit avec elle dans un document écrit les modalités de l'information destinée aux membres de la famille potentiellement concernés afin d'en préparer l'éventuelle transmission. Donc avec cette idée donc clairement notée dans les textes de loi qu'une personne qui réalise un test génétique, si on détecte une mutation chez cette personne-là, on l'incite très fortement d'informer ses apparentés. Toujours dans le texte de loi, la personne est tenue d'informer les membres de sa famille potentiellement concernés, dont elle ou le cas échéant, son représentant légal, possède ou peut obtenir les coordonnées dès lors que des mesures de prévention ou de soins peuvent leur être proposées. Donc c'est clairement dit dans les textes des lois, avec le dernier paragraphe que je ne détaillerai pas. Si la personne ne se sent vraiment pas à faire l'annonce elle-même, elle peut demander à son médecin prescripteur d'envoyer un courrier type en fait, et de réaliser l'information à sa place. Donc ce caractère obligatoire d'un point de vue légal depuis les lois de bioéthique de 2011,
qui a été pensé initialement par le législateur comme quelque chose de profitable pour le parent informé, parce que cette information va permettre d'informer du coup la parenté, lui donner des informations sur son état de santé, et ce qui peut éventuellement permettre la mise en place de mesures de prévention pour cette apparenté, un traitement quand il existe un traitement, ou au moins la possibilité de conseils génétiques. C'est pensé comme profitable, mais ça ne l'est pas toujours perçu pour la personne qui va être informée, pour la parenté qui est informée. Et ça a été pensé aussi dans le cadre d'une solidarité familiale, mais concrètement, avec les témoignages qu'on a eus, ça peut être potentiellement délétère pour les liens familiaux. Donc en résumé, l'issue de cette information génétique de la parentèle, idéalement, elle est informative pour la parenté, donc qui va recueillir cette information. Elle est bien vécue par cette personne-là, sauf qu'avec les témoignages qu'on a eus, elle peut être informative, mais ne pas être bien vécue par la personne qui va recevoir l'information. Elle peut ne pas être informative quand la personne n'arrive pas à communiquer correctement l'information et être bien vécue. Voire même, moi, avec les témoignages que j'ai eus régulièrement, elle peut être ni informative et en plus délétère pour les liens sociaux, les liens familiaux. Donc, ce qui nous a vraiment motivés pour mettre en place cette recherche-action, IGP Rare, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, cette recherche, elle a deux volets. Un volet national qui se déroule du coup en France et qui a vraiment comme objectif de comprendre mieux les mécanismes qui sont mis en jeu lors de la réalisation de cette information par une personne malade à ses apparentés. Comprendre quels sont les facteurs qui peuvent être associés à une information qui passe mal ou une information qui va avoir des conséquences délétères sur les liens familiaux. Le projet a aussi un volet européen, et là j'ai une étudiante en Master 2 qui travaille sur cet aspect-là, avec comme objectif pour le volet européen d'observer la diversité des pratiques dans les différents pays d'Europe, voir d'un point de vue réglementaire, au niveau des recommandations de professionnels, comment ça se passe dans les autres pays. Est-ce qu'il y a des aides qui ont été mises en place en fait, pour accompagner les personnes, pour informer leurs apparentés, et avec comme objectif final de proposer des solutions, vraiment d'essayer d'accompagner et de proposer des solutions pour améliorer la réalisation de cette information, que ça soit en termes d'efficacité d'information transmise, mais aussi d'acceptabilité pour les différents membres de la famille. Dès le début, au moment de la conception, ça nous tenait vraiment à cœur, et puis c'est un peu la philosophie depuis le début de l'association Tous Chercheurs, vraiment de faire travailler ensemble des personnes de formation et de profils différents. Donc c'est une approche qui est multidisciplinaire parce qu'il y a à la fois le domaine de la clinique, de la génétique, domaine législatif, réglementaire, et puis le domaine des sciences humaines et sociales. Mais c'est aussi une approche collaborative où dès le début et dans toutes les étapes en fait, de cette recherche, on a souhaité associer des représentants d'associations de malades et des patients directement concernés par des maladies génétiques. Et l'association CMT France est vraiment une des associations pionnières qui a été impliquée dès le début du projet. On implique des professionnels de santé, essentiellement des généticiens conseillers en génétique et des psychologues, des chercheurs en sciences humaines et sociales et des juristes qui travaillent ensemble. Alors on a constitué un comité de pilotage d'une dizaine de personnes qui est fait du coup de personnes provenant de ces différents horizons. On a constitué aussi dès le début du projet 3 collèges, un collège d'associations de patients, et Martine Libani le coordonne, un collège de professionnels de santé, un collège de chercheurs en sciences humaines et sociales, qui travaillent de temps en temps, en fait, de façon en intra-collège dans des ateliers, mais qui travaillent aussi énormément en intercollège, justement, pour pouvoir interagir entre eux. Notre approche, elle est aussi multimaladie, parce que moi, dans tous les témoignages que j'ai vus, ce n'est pas une association concernée par une pathologie donnée qui m'a remonté ces difficultés, mais c'est vraiment quelque chose qui est partagé par différentes associations et des personnes concernées par différentes maladies. Donc une difficulté qui semble vraiment commune, et dans le champ des maladies rares, c'est aussi assez fréquent, en fait, l'idée de l'union qui fait la force. Donc il y a bien sûr l'association CMT France qui est impliquée, je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai listé les associations qui font partie du collège des associations. Donc vous voyez des types de pathologies qui peuvent être variées. Et là, c'est une liste bien sûr qui n'est pas exhaustive. Il y a d'autres associations qui sont impliquées, l'Alliance Maladies Rares aussi, et qui peuvent en fait apporter leur contribution. Alors concrètement, où est-ce qu'on en est? Donc je suis désolée, le titre c'était les résultats de l'enquête, et là je vais vous décevoir, je ne vous les donne pas parce qu'on n'en est pas à ce stade-là. En fait, c'est
Mais oui, mais l'année prochaine, c'est à Marseille. Du coup, je me suis dit, à Marseille, on va présenter... je présenterai les résultats, je fais durer le suspense. Donc, en fait, ça fait depuis novembre 2020 en fait, qu'on a initié ce projet. Et depuis un an, alors, on a construit les supports de communication, à savoir un site internet. Je vous ai mis l'adresse igprare.fr. On a aussi créé une petite vidéo animation de 3 minutes qui présente le projet, une affiche. Mais surtout, au cours de l'année précédente, on a construit le questionnaire. L'idée, c'est d'enquêter pour le volet national auprès de personnes qui ont eu à réaliser cette information auprès de leurs apparentés pour nous témoigner, en fait, comment ça s'est passé, concrètement, cette information. Et donc, ce questionnaire, il a fallu 1 an avec des ateliers inter-collèges, l'équivalent de 300 heures de travail réalisées par les différents collèges, à travailler ensemble pour savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on questionne, à la fois sur le fond et sur la forme, sur la formulation des questions. Donc là, le questionnaire, il est validé. Et on a, depuis février 2022, on arrive du coup dans une deuxième phase, qui est une phase vraiment importante de notre projet de recherche, qui est la diffusion de questionnaires à l'échelle nationale, pour essayer de recueillir le maximum d'expériences de personnes qui ont dû informer leurs apparentés. Donc on a commencé en février 2022, ça va durer au moins jusqu'en mai 2022. Donc là, on a besoin du retour d'expérience de n'importe quelle personne qui a essayé d'informer un apparenté de ce risque de maladie génétique dans la famille. Je vous ai mis la petite bulle, vous avez la parole, répondez au questionnaire. En fait, sur la page d'accueil du site igprare.fr, vous avez en fait cette bulle-là qui vous permet d'accéder au questionnaire. Là, je voulais faire un clap de bravo pour vous dire, alors le 14 mars, je suis désolée, je n'ai pas les données du 18 mars, mais on avait déjà 345 personnes qui avaient répondu au questionnaire. Et parmi les associations, vous voyez que CMT France, et là un énorme merci à Martine qui a largement diffusé, mais vous êtes totalement tête de peloton sur les réponses qu'on a déjà obtenues. 43% des réponses proviennent de votre association. On a déjà 345, on aimerait au minimum avoir 1000 réponses. Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà répondu au questionnaire dans la salle, mais si d'autres n'ont pas répondu et le souhaitent, c'est vraiment très, très volontiers. Après, du coup, qu'est-ce qu'il y aura? Alors, donc, normalement, la collecte, on la terminera en mai, là, à voir selon la vitesse de réponse en fait, qu'on a. Ensuite, il y aura toute une phase d'analyse de résultats et surtout de discussion et de proposition de solutions, où là, on organisera des ateliers où on proposera justement aux différents collèges de se réunir, et on envisage aussi d'élargir plus à d'autres associations et d'autres personnes qui souhaiteraient échanger et discuter avec nous les résultats. Donc ça, c'est prévu pour l'automne 2022. Et l'étape 2023, alors je n'ai pas mis du coup le congrès, le colloque de CMT France à Marseille, mais l'idée après, ça va être de partager, de valoriser les résultats, à la fois via le canal de diffusion des associations et aussi des professionnels de santé, et faire que les facteurs en fait actionnables et les propositions en fait soient connus et diffusés le plus largement possible. Et du coup, pour en savoir plus, il y a le site internet, la vidéo de présentation, et je vous ai mis la page d'accueil en fait du site igprare.fr avec la flèche où vous avez la parole. Donc le financement de l'agence de biomédecine, ça court jusqu'en 2023, qui est du coup normalement vraiment la période où on essaiera de valoriser et diffuser vraiment le résultat. Et comme j'ai 1 minute d'avance, j'ai mis juste, alors merci bien sûr pour votre attention, et la page d'accueil, en fait, si vous cliquez, en fait, l'outil qu'on a utilisé, c'est un outil qui s'appelle Lyme Survey, qui a été validé pour déposer le dossier. En fait, on a dû demander l'accord d'un comité éthique à Aix-Marseille Université. Vous arrivez sur cette page d'accueil, et puis après, en fait, il y a différents items, 5 aspects, en fait, que l'on questionne, et les retours qu'on a sur les 345 réponses, ça prend en moyenne un petit peu moins d'1 demi-heure pour le remplir. Ça, c'était aussi un point de vigilance parce qu'on avait besoin de récupérer pas mal d'informations, mais il fallait que ça soit un temps quand même acceptable. Et si 1 demi-heure, c'est trop long, vous avez la possibilité de le remplir en plusieurs fois en sauvegardant et en y revenant plus tard. Voilà, 10h15.